Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, mais alors une question fondamentale. Comment est-ce qu'on apprend? Et attention, c'est pas juste un truc d'universitaire. Ça touche à tout. Les salles de classe, les formations en entreprise, et même la façon dont on va chercher une info sur notre smartphone. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par la base. Qu'est-ce que l'apprentissage? Ensuite, on fera un petit voyage dans le temps avec les grandes théories. On verra l'impact du numérique. On parlera aussi un peu de ce qui se passe quand l'apprentissage coince. Et à la fin, promis, on mettra tout ça en perspective. Bon, entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler des théories, il y a un truc super important à comprendre, c'est qu'il y a eu un vrai basculement dans la façon de concevoir l'apprentissage. C'est elle la grande question, celle qui a occupé les chercheurs pendant des décennies. Et vous allez voir, la réponse a complètement changé avec le temps. On est passé d'une idée très très simple à quelque chose de beaucoup plus subtil. Et là, c'est vraiment le cœur du changement. Certains experts parlent d'une véritable révolution copernicienne de l'éducation. C'est simple. Avant, tout tournait autour du prof, celui qui sait et qui transmet. Maintenant, le centre de l'univers, c'est l'élève, l'apprenant, celui qui construit son propre savoir. C'est un changement de perspective total. Alors maintenant, plongeons dans les premières grandes théories scientifiques. Au début, pour essayer de comprendre ce mystère, on a utilisé des métaphores, disons, assez mécaniques, voire informatiques. Le premier grand courant, c'est le behaviorisme. On est au début du XXe siècle. Et leur idée, c'est simple, ce qui se passe dans la tête, on s'en fiche. Pour eux, le cerveau, c'est une sorte de boîte noire. Tout ce qui compte, c'est ce qui entre, le stimulus, et ce qui sort, le comportement observable. Le reste, mystère. Dans cette vision, l'apprenant est une tabula rasa, une page blanche. On peut y écrire ce qu'on veut. Le savoir est découpé en tout petits morceaux. Et l'intérieur du cerveau, comme on disait, c'est une terra incognita, un territoire inconnu. On s'en occupe pas. C'est vraiment l'école du stimulus-réponse. Forcément, il y a une limite énorme à tout ça. Comment est-ce qu'on mémorise? Comment on stocke l'info pour la réutiliser plus tard? Le behaviorisme n'a aucune réponse à ça. Et c'est justement ce qui a ouvert la porte à la théorie suivante. Et voilà le cognitivisme. On est dans les années 50, en plein boom de l'informatique, et là on se dit « Ok, on va l'ouvrir cette fameuse boîte noire ». La métaphore, elle change du tout au tout. L'esprit n'est plus une boîte mystérieuse, non, c'est un ordinateur, un processeur qui traite de l'information. Mais attention, même si ces deux théories sont très différentes, elles ont un point commun essentiel. Que ce soit pour le behaviorisme ou le cognitivisme, l'enseignant, c'est celui qui transmet le savoir. Et l'apprenant, il reste passif. C'est soit un vase qu'on remplit, soit un disque dur sur lequel on enregistre des données. Dans les deux cas, il reçoit, il ne crée rien. Et c'est là qu'arrive un vrai changement de paradigme. On va maintenant parler des théories qui enfin mettent l'apprenant au centre du jeu. Le mot-clé ici, c'est construction. On passe de l'idée d'acquérir un savoir à celle de le construire. On n'est plus en train de recevoir passivement quelque chose, on est en train de bâtir activement. Et ça change tout. C'est l'idée centrale du constructivisme, portée notamment par Jean Piaget dans les années 70. L'idée, c'est qu'on n'est pas des récepteurs passifs, on est des bâtisseurs. On apprend en faisant, en touchant, en explorant, en interagissant avec notre environnement. L'apprenant devient le véritable héros de son propre apprentissage. Et regardez comme les rôles changent. Le prof n'est plus celui qui sait tout sur son estrade, il devient un facilitateur, un guide qui accompagne. Et l'apprenant, lui, n'est plus un simple spectateur, il devient l'acteur principal, l'architecte de son propre savoir. Mais il y avait encore une limite. Le constructivisme se concentrait beaucoup sur l'interaction entre une personne et son environnement, en mode un peu binaire, prof-élève. Il manquait une pièce maîtresse au puzzle. Les autres, le groupe. Et c'est là qu'arrive le socio-constructivisme. On ajoute juste socio devant, mais ça change tout. L'idée est simple, mais elle est fondamentale. On apprend avec et grâce aux autres. Le savoir, il naît des interactions sociales, des discussions avec les pairs, de la collaboration. On construit ensemble. Allez, on fait un bond en avant jusqu'à notre époque. Avec l'arrivée d'Internet, de tout le numérique, forcément, il a fallu repenser tout ça. Une nouvelle théorie était nécessaire. Cette petite frise, elle résume bien notre loyage jusqu'ici. Les années 1900, le behaviorisme. Les années 50, le cognitivisme. Les années 70, le constructivisme. On voit bien que chaque théorie est venue combler les manques de la précédente. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de connectivisme. Le connectivisme, c'est vraiment la théorie de l'ère numérique. L'idée, c'est que l'apprentissage, aujourd'hui, c'est la capacité à se connecter à des réseaux d'informations. Le savoir n'est plus seulement dans notre cerveau. Il est distribué partout, sur un réseau, et on y accède avec la technologie. Et là, il y a des idées vraiment fortes. Le savoir est sur le web. Pour y accéder, il faut se connecter. Et surtout, ça c'est crucial, savoir où trouver l'information devient plus important que de la connaître par cœur.
Le savoir est stocké dans nos outils, nos smartphones, nos ordis. Ils deviennent des sortes d'extensions de notre cerveau. Bon, toutes ces théories, elles décrivent comment l'apprentissage est censé fonctionner. Mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Que se passe-t-il quand ces mécanismes complexes sont perturbés? On parle ici des troubles 10, par exemple la dyslexie, qui est une grosse difficulté à apprendre à lire, la dyspraxie, où c'est le geste, comme l'écriture, qui est compliqué, la dyscalculie, pour les chiffres et le calcul, ou encore la dysphasie qui touche le langage. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que ce n'est absolument pas une question d'intelligence, ce sont des fonctionnements neurologiques différents, et les comprendre, c'est la clé pour pouvoir aider. Alors après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur de l'apprentissage? Pour y voir plus clair, essayons de rassembler toutes les pièces du puzzle qu'on a vues. Ce tableau, c'est un super résumé de toute cette histoire. Regardez l'évolution de la vision de l'apprenant. On part du behaviorisme, où il est un réceptacle passif. Avec le cognitivisme, il devient un processeur, toujours passif. Puis vient la révolution. Avec le constructivisme, il devient un constructeur actif de son savoir. Le socio-constructivisme le transforme en constructeur social. Et enfin, avec le connectivisme, il devient un nœud, un point de connexion dans un immense réseau. Et on va terminer avec cette phrase qui est assez parlante. Dis-moi comment tu enseignes et je te dirai à quelle théorie tu adhères. Ça nous amène à réfléchir, non? Les manières d'enseigner qu'on a connues ou celles qu'on voit aujourd'hui, finalement, elles s'appuient sur quelle vision de l'apprentissage? Et surtout, est-ce que ces visions sont toujours adaptées à notre monde où le savoir est partout, abondant, connecté? Voilà, c'est une bonne question pour la route. Merci beaucoup pour votre attention.